Une femme de 79 ans, Marguerite Fontaine, était assise seule sur un banc du jardin du Luxembourg, un mardi froid de février 1990, tenant dans ses mains tremblantes une vieille photographie jaunie. Sur cette photo, on pouvait voir une femme, jeune et souriante, debout devant une scène de cabaret, les yeux brillants d'une vie entière encore devant elle. Cette femme, c'était elle, 40 ans plus tôt, quand la musique était encore son oxygène quotidien. Marguerite ne ressemblait plus à cette jeune femme. Ses cheveux blancs étaient coiffés simplement. Son manteau beige usé témoignait d'une vie modeste, et ses yeux, autrefois pétillants, portaient maintenant le poids d'une fatigue que les médecins avaient mis un nom dessus 3 mois auparavant. Cancer du poumon, stade avancé. Les mots du docteur Renard résonnaient encore dans sa tête, comme une sentence froide prononcée dans un bureau trop blanc, trop propre, trop éloigné de la réalité de ce qu'elle allait vivre. Elle n'avait pas pleuré ce jour-là dans le cabinet médical. Elle avait simplement hoché la tête, remis son manteau et était sortie dans la rue de Paris comme si rien ne s'était passé. Ce n'est que le soir, seule dans son petit appartement du 14e arrondissement, en écoutant une vieille cassette de Serge Gainsbourg, qu'elle avait laissé les larmes venir enfin. Marguerite avait été chanteuse de cabaret pendant presque 20 ans. Pas une grande vedette, jamais les grandes scènes ni les contrats fastueux, mais une femme qui aimait la musique avec une passion totale et absolue, qui montait sur scène dans de petits établissements parisiens et donnait tout ce qu'elle avait à chaque chanson. Elle avait arrêté de chanter en 1968 quand elle avait rencontré Henri, un professeur de philosophie doux et attentionné qui l'aimait profondément. Elle avait choisi l'amour, la famille, une vie simple, mais remplie. Ils avaient eu une fille, Isabelle, qui vivait maintenant à Lyon avec ses 2 enfants. Henri était mort 6 ans plus tôt d'un AVC foudroyant. Et depuis, Marguerite vivait seule avec ses souvenirs, ses livres et la musique de Gainsbourg qui remplissait son appartement chaque soir comme une présence familière. Ce que peu de gens savaient, c'est que Serge Gainsbourg avait été la grande passion musicale de Marguerite depuis les années 60. Elle avait vu son premier spectacle en 1963 dans un petit club de Saint-Germain-des-Prés. Et quelque chose s'était produit ce soir-là qui avait changé sa façon de comprendre la musique pour toujours. Ce n'était pas de l'amour romantique, mais quelque chose de plus profond encore, une reconnaissance artistique totale. La sensation d'entendre quelqu'un mettre en mots et en musique exactement ce qu'elle ressentait, sans jamais avoir su l'exprimer. Elle avait vu tous ces spectacles qu'elle pouvait se permettre, acheté tous ses disques, lu chaque interview. Gainsbourg était pour elle ce que la prière est pour les croyants, un refuge, un langage secret, une façon de tenir debout. Maintenant, avec quelques mois devant elle, selon les médecins, Marguerite avait fait une liste mentale très courte de ce qu'elle voulait encore accomplir. Revoir Isabelle et les petits-enfants, manger une dernière fois les escargots de chez Allard, et rencontrer Serge Gainsbourg, juste une fois, pour lui dire ce que sa musique avait représenté pour elle pendant toute une vie. Ce dernier vœu semblait le plus impossible des 3. Elle avait tenté d'écrire une lettre à son adresse connue rue de Verneuil, mais n'avait jamais reçu de réponse. Elle avait demandé à sa fille d'essayer de contacter son attaché de presse, sans succès. Gainsbourg était célèbre pour son inaccessibilité, pour ses caprices, pour ses refus systématiques des demandes du public. Marguerite avait fini par accepter que ce vœu resterait inassouvi, et s'était résignée à vivre avec cette petite douleur supplémentaire parmi toutes les autres. Ce mardi de février, elle était venue au jardin du Luxembourg simplement pour s'asseoir au soleil froid et regarder les enfants jouer près du bassin, parce que le médecin lui avait dit que l'air frais lui ferait du bien, et que rester enfermée chez elle ne servait à rien sinon à regarder les murs. Elle avait apporté la vieille photographie parce qu'elle avait l'habitude de la porter sur elle depuis le diagnostic, comme un talisman, comme un rappel qu'elle avait vécu vraiment, qu'elle avait été cette femme souriante sur une scène. Elle chantonnait doucement, presque inaudiblement, les lèvres à peine bougeant. La chanson qui sortait d'elle sans qu'elle l'ait vraiment décidé était la javanaise. Ses doigts tapotaient doucement le bois du banc, en suivant le rythme.
ses yeux mi-clos regardant sans vraiment voir les pigeons qui marchèrent devant elle. Elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient sur le gravier. Elle ne remarqua pas l'homme qui ralentissait en passant devant son banc, puis s'arrêtait complètement. Ce n'est que lorsqu'une voix rauque et reconnaissable entre toutes dit doucement, presque avec une tendresse inattendue, qu'elle sursauta et ouvrit les yeux. « Vous la chantez mieux que moi, madame. » Marguerite leva les yeux, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle, aussi sûrement que si quelqu'un lui avait serré la poitrine. Serge Gainsbourg se tenait devant elle, les mains dans les poches d'un manteau sombre, une cigarette à la main, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent froid. Il la regardait avec cet air particulier qu'il avait entre curiosité et provocation douce, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'autre que ce qu'elle avait vu dans ses interviews télévisées, quelque chose de plus humain, de plus fatigué aussi. Marguerite resta muette pendant quelques secondes qui lui parurent durer une éternité. Sa main serra la photographie instinctivement. « Je ne chante plus depuis longtemps, » dit-elle finalement, la voix un peu tremblante. « Je ne faisais que fredonner. »« On fredonne toujours mieux quand on n'essaie pas, » répondit-il en désignant l'autre bout du banc d'un geste vague. « Je peux ?» Elle hocha la tête, encore incapable de former une phrase complète, regardant cet homme s'asseoir à côté d'elle sur le banc de bois, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Gainsbourg alluma une nouvelle cigarette, regarda les pigeons un moment, puis se tourna vers elle avec ce regard direct qui était sa marque. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, » dit-il simplement. Ce fut ces mots-là, précisément ces mots, qui brisèrent quelque chose en elle. Pas la pitié, pas la condescendance, mais cette observation directe et vraie d'un homme qui regardait les gens sans filtre. Marguerite sentit sa gorge se serrer et décida, parce qu'elle n'avait plus le temps de ne pas être honnête, de lui dire la vérité. « Je suis malade, » dit-elle. « Les médecins me donnent quelques mois. Je suis venue m'asseoir au soleil parce qu'il fallait bien faire quelque chose de ce temps qui reste. » Gainsbourg ne dit pas ce que les gens disaient habituellement dans ces moments-là. Il ne dit pas que c'était terrible, ni qu'elle allait s'en sortir, ni qu'il fallait garder espoir. Il tira une longue bouffée de sa cigarette et dit « Et la chanson que vous fredonnez, c'est pour vous tenir compagnie ?»« Votre musique m'a tenu compagnie pendant toute ma vie, » répondit-elle, et sa voix ne tremblait plus maintenant. Elle était simplement vraie. Depuis 1963, quand je vous ai vu pour la première fois dans un club de Saint-Germain. J'avais 33 ans et je chantais dans les cabarets. Ce soir-là, vous avez chanté quelque chose qui m'a fait comprendre ce que la musique pouvait vraiment faire. Pas divertir, toucher. Gainsbourg se tut un moment. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais celui de quelqu'un qui écoute vraiment. « Vous étiez chanteuse ?» demanda-t-il. « Pendant 20 ans, des petites scènes, rien de grand, mais j'aimais ça plus que tout. » Elle regarda la photographie dans ses mains et la lui tendit spontanément. « C'est moi, en 1961, avant que j'arrête pour me marier. » Gainsbourg prit la photographie et la regarda attentivement, vraiment, pas avec la distraction polie des gens qui regardent les photos des autres par obligation. Ses yeux se déplacèrent entre la photo et le visage de la femme assise à côté de lui. « Vous avez les mêmes yeux, » dit-il. « La femme sur cette photo et vous, maintenant. Les mêmes yeux. La maladie ne prend pas les yeux. » Marguerite ne s'attendait pas à cette phrase. Elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis des semaines sans même s'en rendre compte. La peur de ne plus être reconnue comme la femme qu'elle avait été. La peur que la maladie ait effacé tout ce qu'elle avait construit. Elle lui parla alors. Elle lui parla comme elle n'avait parlé à personne depuis le diagnostic, pas même à Isabelle, parce qu'avec sa fille, elle voulait être forte, elle voulait protéger. Avec cet homme sur ce banc, étranger et pourtant si familier à travers des décennies de musique, elle pouvait simplement être vraie. Elle lui parla d'Henri, de leur vie ensemble, de la façon dont elle avait rangé sa voix dans un tiroir le jour de leur mariage, sans vraiment s'en rendre compte et sans le regretter vraiment non plus, parce que l'amour avait été suffisant. Elle lui parla des nuits après la mort d'Henri, où sa musique à lui, Gainsbourg, avait été la seule compagnie qui ne lui demandait rien en retour. Gainsbourg écoutait sans l'interrompre,
ce qui l'a surpris. Il alluma une autre cigarette. Quelque part dans le jardin, un enfant riait et le son rebondissait sur les allées de gravier. « Ce que vous décrivez, dit-il finalement, c'est exactement ce pourquoi on fait des chansons. Pas pour les hit-parades. Pour que quelqu'un, 40 ans plus tard, soit moins seul dans la nuit. Vous avez réussi, dit-elle simplement. Il resta silencieux un moment, puis dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Chantez-la avec moi, la javanaise, ici, maintenant. Marguerite le regarda avec une expression entre l'incrédulité et une joie presque douloureuse. Je n'ai pas chanté depuis des années. Ma voix n'est plus ce qu'elle était. La mienne non plus, dit-il avec ce sourire en coin qui était le sien. On s'en fiche. Et alors, sur ce banc du jardin du Luxembourg, par un matin froid de février, Serge Gainsbourg commença à chanter la javanaise à voix basse, et Marguerite Fontaine, après une hésitation de quelques secondes seulement, joignit sa voix à la sienne. Sa voix était fragile, un peu voilée par les années et la maladie, mais elle était juste, profondément juste, avec cette qualité particulière de ceux qui ont vraiment vécu les mots qu'ils chantent. Les rares promeneurs qui passaient ralentissaient sans comprendre ce qu'ils voyaient exactement. Deux vieilles personnes sur un banc qui chantaient doucement, et quelque chose dans cette scène les retenait une seconde avant de continuer leur chemin. Quand la chanson se termina, Marguerite réalisa qu'elle pleurait. Pas de tristesse, ou pas seulement. De quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer exactement et qui ressemblait à une forme rare de complétude. « Merci », dit-elle. Ce mot était insuffisant, et ils le savaient tous les deux, mais il était le seul qui existait. Gainsbourg se leva, remit les mains dans ses poches. Il regarda la photographie qu'elle tenait toujours et dit « Gardez-la précieusement ». Puis il ajouta, et sa voix était plus douce que son personnage public ne l'aurait laissé croire. « Vous avez bien chanté, madame. Pendant 20 ans sur vos petites scènes, vous avez bien fait votre travail. Ne l'oubliez pas. » Il s'éloigna sur le gravier du jardin, le manteau sombre disparaissant entre les arbres, et Marguerite resta assise sur son banc, la photographie contre son cœur, le soleil froid de février sur son visage. Elle mourut en mai de cette même année, 3 semaines après une dernière visite d'Isabelle et des petits-enfants qui avaient rempli son appartement du 14e de bruit et de vie pendant un week-end entier. Sur sa table de nuit, il y avait 2 choses. La photographie jaunie d'une jeune femme souriante devant une scène de cabaret et une cassette de la javanaise. Isabelle, en rangeant l'appartement après le décès de sa mère, trouva dans un tiroir un carnet où Marguerite avait noté quelques lignes sans date précise, dans cette écriture penchée et régulière qu'elle avait toujours eue. Il était écrit « Ce matin au Luxembourg, j'ai compris que ma vie avait été suffisante, que j'avais aimé suffisamment, chanté suffisamment, vécu suffisamment. Il ne manquait rien. La musique m'a donné tout ce qu'elle pouvait donner et je lui ai donné tout ce que j'avais. C'est un échange honnête. C'est suffisant. » Isabelle lut ces lignes plusieurs fois en restant assise sur le lit de sa mère, dans la lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre, et comprit qu'elle ne saurait jamais exactement ce qui s'était passé sur ce banc du jardin du Luxembourg pour que sa mère écrive ces mots-là avec cette paix-là. Certaines choses appartiennent à ceux qui les ont vécues et n'ont pas besoin d'être expliquées pour être réelles. Serge Gainsbourg mourut 11 mois plus tard, en mars 1991, dans sa maison de la rue de Verneuil. Les journaux du monde entier publièrent des hommages et des photographies. Isabelle, en lisant les articles, pensa à sa mère et à ce carnet et à ces quelques lignes sur la suffisance de la vie, et sourit malgré le deuil, parce que certaines rencontres n'ont pas besoin de témoins pour avoir eu lieu, et que la musique continue de faire son travail longtemps après que les voix qui la chantaient se sont tues.